Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'A-News Workwell. Aujourd'hui, dans ce numéro de notre émission Droit devant, je reçois Maître Héloïse Hérault, avocat associé du cabinet Eséis Avocats en charge du département droit social. Maître, chère Héloïse, bonjour. Bonjour Lionel. Bienvenue sur le plateau que tu connais bien maintenant. J'ai l'habitude. C'est vrai. Alors pour ce premier numéro de l'année 2023, nous allons parler délégation de pouvoir avec un rappel toujours utile sur les conditions de mise en place et de mise en œuvre d'une telle délégation. On parlera également de travail hybride avec le premier accord de branche qui l'aborde explicitement et qui pourrait ouvrir la voie. Et on terminera avec le télétravail et les forfaits URSSAF. Plus précisément, dont les barèmes ont été réévalués. Alors Héloïse, on démarre avec la délégation de pouvoir. Beaucoup de directeurs immobiliers, un directeur environnement travail, ou même des office managers, ont reçu des délégations de pouvoir de la part de leurs dirigeants. Souvent, c'est en matière de sécurité. Donc c'est toujours utile de faire un rappel sur ce sujet. Tout d'abord, cette délégation de pouvoir, elle émane de qui ? Alors, la délégation de pouvoir, elle n'est pas encadrée par le Code du travail. C'est la jurisprudence qui l'encadre. Elle émane du chef d'entreprise. Pourquoi ? Parce que seul le chef d'entreprise est responsable pénalement des actes qu'il commet et des actes que commettent ses préposés. Donc, il est responsable de tout le monde. Oui. Dès lors, à partir du moment où il veut s'exonérer de cette responsabilité et transférer une partie de cette responsabilité, il fait ce qu'on appelle une délégation de pouvoir entre lui et son préposé. Oui. C'est même une obligation pour certains chefs d'entreprise, puisque on peut reprocher à un chef d'entreprise de ne pas avoir délégué et d'avoir voulu garder toutes ses compétences et d'être dans une faute de gestion. Donc la délégation de pouvoir, elle est très importante. Ah, donc un chef d'entreprise, à partir d'un certain seuil, à partir d'un certain moment, comment il détermine à partir de quel moment c'est presque une obligation pour lui, si j'ai bien compris, de déléguer. Souvent, c'est la taille de l'entreprise qui va faire foi, en disant plus la taille de l'entreprise est grande, plus les domaines d'activité et de compétences vont être élargis, et donc plus le chef d'entreprise va devoir s'exonérer de cette responsabilité, puisqu'il ne peut pas tout suivre et il ne peut pas être partout, et donc il doit partager cette responsabilité. Mais il n'y a pas de limite précise, il n'y a rien qui est stipulé dans la loi. Non, rien n'est stipulé dans la loi. C'est une question de bon sens, et on en revient toujours à cette notion de bon père de famille, c'est-à-dire qu'il faut avoir une logique et se dire je ne peux pas tout gérer, donc ça veut dire que je dois déléguer. Oui. J'ai bien entendu, il ne délègue pas l'intégralité de sa responsabilité, jamais. Ah non, jamais, puisqu'en plus il ne faut pas que, du coup quand il délègue, il ne faut pas qu'il y ait une ingérence. Donc il délègue, mais il faut quand même faire attention à la validité de cette délégation. D'accord. Alors justement, quelles sont les conditions de mise en œuvre d'une délégation de pouvoir et quels critères formels doit-elle respecter ? Alors la délégation de pouvoir, elle doit être écrite. Ça c'est essentiel, on ne la présume pas. Elle doit être extrêmement détaillée et elle doit détailler en fait toutes les compétences qu'on va déléguer. Ouais. Et ces compétences-là, le détail, il est limitatif. C'est pas notamment, et ce n'est pas une liste non exhaustive, c'est vraiment limitatif. Une des conditions essentielles de cette délégation de pouvoir, c'est que la personne qui reçoit la délégation de pouvoir doit avoir les compétences pour exercer les pouvoirs qui lui sont délégués, l'autorité pour l'exercer, puisque ça doit rentrer dans ses fonctions, et l'indépendance pour l'exercer. Puisqu'on parlait de l'ingérence, il ne faut pas qu'il y ait une ingérence dans ces fonctions-là, de sorte à ce qu'en réalité, il ne soit responsable de rien, puisque la personne qui a délégué vient régulièrement contrôler, donner des directives, etc. C'est pas facile, ça, être indépendant tout en étant dans un lien de subordination. C'est pas évident, mais la délégation de pouvoir permet d'encadrer vraiment cette situation, surtout qu'elle est limitée dans le temps. Donc, c'est important aussi à dire, parce qu'elle ne peut pas être ad vitam aeternam, mais elle doit être, à tout du moins, sur la validité du poste. D'accord. Elles peuvent être renouvelées, éventuellement ? Elles peuvent être renouvelées, et ça peut même être une faute de ne pas la signer. C'est-à-dire que là où ça fait souvent peur, parce que c'est quand même une responsabilité pénale qu'il y a derrière, malheureusement, si la personne a la compétence et l'autorité, elle doit la signer. D'accord. On a fait le tour pour la délégation de pouvoir ? Oui, ça fait peur, mais on a fait le tour. Passons maintenant au travail hybride avec le premier accord de branche qui l'aborde explicitement. C'est celui de la fédération Syntec, qui regroupe des syndicats professionnels spécialisés dans les professions de l'ingénierie, du numérique, du conseil, de l'événementiel et de la formation professionnelle. Alors, ce syndicat a donc signé un accord de branche qui couvre, entre autres, le travail hybride, mais pas que. Alors, pas que. Il y a 4 accords qui ont été signés. Un accord sur l'interruption de grossesse, un accord sur la durée du travail, un accord sur le travail du dimanche et les jours fériés,
et ce fameux accord qui était attendu sur le travail hybride. Ouais. C'est un cadre qui va être posé, on va en parler, mais c'est vraiment 4 accords différents et l'accord hybride, c'est le seul à traiter de ce sujet-là. Ouais. Et à ta connaissance, donc, c'est le premier accord de branche qui explicitement aborde le travail hybride. Alors, plus qu'à ma connaissance, c'est le premier. Au niveau de la branche, officiellement, c'est le premier, puisque le gouvernement avait laissé le soin aux branches de faire des accords au niveau justement des activités. Et donc, Syntec est vraiment novateur sur le sujet. Bon. Et donc, justement, est-ce qu'il y a des choses intéressantes concernant le travail hybride? Qu'est-ce que tu as relevé sur ce sujet? Alors, le travail hybride, l'accord qu'ils ont fait, il a 2 objectifs. Poser un cadre, ce qui est quand même essentiel, puisque le télétravail, c'était souvent utilisé avant, mais avec le Covid, depuis 2020, on en parle, et toi et moi, on a l'occasion de venir sur le sujet régulièrement. Donc, ça pose un cadre sur les relations employeurs et salariés, et surtout, ça sécurise ce cadre et ces relations entre employeurs et salariés. Okay. Donc, il y a différentes choses qui sont abordées. Il va y avoir toute l'organisation, qui va être le formalisme juridique, les critères d'accessibilité, comment entrer dans le télétravail, comment en sortir, etc. Il va y avoir tout ce qui est sécurisation, justement, avec beaucoup de clauses sur la durée du travail, le droit à la déconnexion, la mise en conformité du domicile, qui est quand même un sujet sur lequel... on est revenu à plusieurs reprises sur ce sujet. On a eu l'occasion d'en parler plusieurs fois. Alors, ce qui est surprenant dans l'accord de Syntec, et peut-être un peu décevant à mon sens, c'est qu'il préconise à ce que le salarié fasse une attestation pour confirmer que le domicile est bien conforme en termes d'installation électrique, et qu'ils fournissent une attestation d'assurance. Et je maintiens ma position que j'ai eu quand même l'occasion de donner. Ce n'est pas suffisant. Et puis, il y a tout un pan aussi sur les frais. Les frais, la prise en charge du matériel, l'assurance un peu SAV qu'on peut faire sur les difficultés de fonctionnement de matériel. Il y a aussi une clause qui est intéressante sur la pause. Vous savez que la pause, c'est 20 minutes toutes les 6 heures pour un salarié classique. Dans l'accord hybride de Syntec, on propose 45 minutes toutes les 6 heures de pause, toutes les 6 heures de travail, 45 minutes de pause pour les salariés qui seraient en télétravail. Et avec une explication, selon toi, particulière, pourquoi on déroge au temps de pause classique? Alors non, j'ai pas cette explication. J'ai trouvé ça surprenant puisque c'est quand même une particularité par rapport aux salariés qui sont en entreprise, mais c'est un des apports de l'accord hybride. D'accord. Alors pourquoi est-ce que, à ton avis, cet accord est important et qu'est-ce que tu retiens spécifiquement de cet accord? Qu'est-ce qui t'a le plus intéressé? Alors, moi, je trouve que cet accord, il est important parce que dans son préambule, il précise une chose qui est quand même fondamentale. 85% des entreprises en France utilisent le télétravail, mais seulement 25% d'entre elles sont couvertes par un accord d'entreprise. Alors, il est fondamental de dire que les branches doivent, et c'est le premier d'une longue lignée, doivent encadrer ce dispositif, et ce d'autant plus qu'il pose plein de difficultés en termes de prévention des risques psychosociaux. Là où j'ai trouvé intéressant dans l'accord, il parle beaucoup de la sociabilisation et de dire qu'il faut garder un lien social, parce que tout est une question d'équilibre entre l'organisation, l'adaptabilité, la flexibilité du salarié et la continuité de l'activité de l'entreprise, parce que les salariés qui vont en télétravail ne sont plus dans l'entreprise. Et par exemple, il propose, pour conserver le lien social, de faire en sorte à ce que les salariés soient en entreprise pour 20% de la durée de leur temps de travail contractuel. Ce qui est intéressant, 20%, c'est quand même c'est équivalent de 2 jours par semaine. 2 jours par semaine, oui. Minimum. Mais donc, il le propose, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation, l'accord de branche, c'est tel un guide. C'est vraiment intéressant de s'y référer, mais ce n'est pas une obligation et beaucoup de clauses sont d'ailleurs suggestives. On voit bien qu'il n'y a pas de caractère impératif. D'accord. Et donc, cet accord, il est important aussi parce que, quelque part, il ouvre la voie, c'est ça? C'est que d'autres accords de branche pourraient suivre et également, s'il y a des jurisprudences, elles pourraient s'y référer? Oui, tout à fait. Alors, c'est un vrai travail qu'ont fait les organisations patronales et salariales. Donc, elles se sont référées à beaucoup de jurisprudences qu'on a déjà, même si elles sont insuffisantes aujourd'hui. Et ça ouvre clairement la voie à toutes les autres branches. Alors, on voit bien que, par exemple, hôtels, cafés, restaurants vont peut-être pas se précipiter sur le thème parce qu'ils ont beaucoup moins de télétravail. Mais il y a quand même beaucoup de branches qui sont concernées par ces activités de travail hybride et qui vont donc certainement se référer au travail qui a déjà été fait.
Dernier point, oui, lié au télétravail, la revalorisation des forfaits URSSAF. Donc l'URSSAF vient d'annoncer une revalorisation pour 2023 de ces forfaits. Est-ce qu'on peut rappeler d'abord ce qu'ils recouvrent et ensuite on entrera dans les chiffres? Alors, ce qu'il recouvre, il recouvre d'une part l'utilisation du domicile et d'autre part l'utilisation des NTIC, tout ce qui est nouvelles technologies, ordinateurs, etc. Ouais. La revalorisation, elle s'est faite sur 2 points essentiellement. Oui. Vous avez un forfait de 10,40 € lorsque vous travaillez une journée par semaine en télétravail, contre 10 € avant. 10,40 €, ça couvre le mois. Donc, Par semaine, en donc fait. quand on fait un jour par semaine, dans le mois, l'employeur peut, c'est ça? Ah non, c'est pas l'employeur, c'est l'URSSAF qui rembourse. En fait, l'URSSAF te donne un indicionnel de dire voilà à combien peuvent s'évaluer les forfaits et au-delà de quoi vous ne pouvez pas aller sans avoir des cotisations sociales. Ah, c'est Voilà. Et c'est l'employeur qui paye sur le bulletin de paie cette somme de 10,40 € si le télétravail se limite à une journée par semaine. Une journée par semaine jusqu'à 10,40 € par mois, il n'y a pas de cotisation sociale. Voilà. Après, si on le fait à la journée sans que ce soit par semaine, c'est 2,60 € à la journée, Oui. dans la limite de 57,20 € par mois, Oui. contre 55 avant. D'accord. Donc, revalorisation assez modeste, hein, finalement, surtout compte tenu du contexte inflationniste, non? Oui, c'est modeste et puis on aurait pu s'attendre à autre chose puisque c'est quand même un mode de travail maintenant classique. Donc moi j'ai été un peu surprise par... C'est pas tant le montant qui a peu évolué qui est surprenant, mais le fait qu'on reste quand même sur 2 critères qui sont quand même très limitatifs alors qu'il y a d'autres sujets autour du travail hybride. Est-ce qu'on sait s'il y a un indicateur ou un index qui permet de savoir combien les entreprises en moyenne prennent en charge justement ou remboursent? Ça existe, non? Non, ça n'existe pas et les pratiques sont tellement diverses et variées, c'est assez impressionnant qu'on se réfère tous au barème URSSAF. Ouais. Alors tu évoquais aussi un risque de réintégration dans l'assiette des cotisations sociales. Dans quelles circonstances est-ce que ça peut intervenir? Alors, en cas de contrôle URSSAF, parce qu'on se ménage rarement la preuve en entreprise et donc il faut toujours soit formaliser par un avenant et encadrer ce nombre de répartitions de travail hybride en disant vous aurez 2 jours par semaine ou 2 jours par mois de télétravail et identifier les journées, soit si c'est des journées un petit peu ponctuelles, encadré par un email, mais voilà, il faut garder une traçabilité parce que l'URSSAF, sans traçabilité, considère que c'est du salaire et donc réintègre ces primes dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Compris. Parfait. Ben, merci beaucoup, Héloïse, pour ce tour d'horizon de l'actu réglementaire. Je rappelle donc que tu es avocat associé au sein du cabinet Ezeis Avocat. À bientôt, Héloïse. À bientôt, Lionel. Voilà. Merci. Notre émission Droit devant est maintenant terminée. Je vous remercie tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.